Alors c'est reparti. Du coup, la deuxième partie. On retourne sur notre éditeur de code. Alors il doit être quelque part ici. Voilà, tac. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais annuler tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et j'ai une deuxième branche qui s'appelle Git Checkout solution file cache. Donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était déjà dans une branche. Et à peu de choses près, c'est-à-dire on va pouvoir comparer ce que j'avais fait avant et maintenant. Voilà. Donc on retourne sur le fichier web.php qui doit être quelque part par là. Bootstrap, non, c'est pas là. Route web.php. Effectivement. Alors, je l'avais un peu mieux fait, c'est que j'avais contrôlé qu'il y a bien des critères de recherche avant de les mettre en cache. Parce qu'effectivement, il y a un cas qu'on n'a pas testé, c'est quand je fais un get sans critères, bah, je vais insérer une clé vide. Non, Redis. Et vaut mieux éviter parce qu'après c'est dur à retrouver et à recalculer. Qu'il faut mettre à jour, donc voilà. Et pareil ici, on vérifie qu'il y a une clé de cache avant d'insérer. Donc, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle implémentation qui s'appelle Redis. D'accord? Donc, on retourne dans le dossier cache. Tac, 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 app, cache. File cache, session cache. On va créer Redis cache. Voilà. On va reprendre toutes les méthodes. On va copier file cache en fait, et puis on va réadapter. On va supprimer un peu le code du constructeur. Voilà. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, on supprime. Ça c'est toujours pareil. Ça, c'est toujours pareil. Ça, tout doux. Tout doux. Tout doux. Ça bouge pas. Et tout doux. Voilà. Donc, très simple. Maintenant, on va ouvrir une connexion à FilePass, c'est pas la peine. On va regarder comment marche l'extension Redis en PHP. Donc, on va regarder Google, Redis, PHP, PECL. Ah voilà, le GitHub il m'a l'air pas mal. Je pense que c'est la même chose. Tac. On va regarder un peu le README. Ça c'est pour les sessions, ça nous servira tout à l'heure. Classe Redis. Ah bah voilà, là on est pas mal. Ensuite, connect. Pconnect. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a put... ça doit être 7. 7 dans Redis. Voilà, c'est ça. Parfait. On a ce qu'il faut. Donc, nous allons créer un objet Redis. Redis client, d'accord. Ensuite, on va commencer, on va pas regarder tout de suite comment se connecter, mais on va regarder comment utiliser les méthodes de la classe Redis pour implémenter les différentes méthodes. Donc, on va commencer par le get. Très simple. Donc, tac. Hop. Je vais l'appeler Redis, ça va aller un peu plus vite. Alors.
PHP, c'est i7 $v et $v. Comme ça, on sait qu'elle n'a pas une valeur nulle, valeur vide ou truc de PHP, quoi. Ensuite, alors là, à mon avis, il faut qu'on regarde. On va regarder dans file cache comment j'avais fait pour. Parce que à mon avis, c'est à nous de. Ouais, c'est ça. File get content, nanana. C'est ça. C'est à nous de hacher la clé. $redis get. Et pareil ici. Voilà. Ok, là on est pas mal. Ensuite, put. Donc il me semble que c'est 7. $redis 7. Et du coup, $value. Je pense que c'est aussi simple que ça, aussi trivial que ça. Ça marche toujours. Et là, ça doit être sûrement $redis. On va voir si c'est del. Ouais, del. Voilà. Donc là, on a implémenté, je pense, toutes les méthodes importantes. Maintenant, il va falloir qu'on se connecte. Donc, normalement, on a besoin d'un host et d'un port. On va rajouter ça dans notre constructeur. On va regarder comment il instancie une connexion. On l'avait vu au début, ça. Soit avec la méthode connect, soit directement avec new. Donc on va copier ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de $host, $port, connection timeout, nanana. Il n'y a pas d'authentification, donc on l'enlève. Il n'y a pas de SSL. Donc, ouais, on n'a pas besoin de faire tout ça. On pourrait lui dire aussi de virer les clés après quelques secondes. On va pas le faire pour l'instant. Mais ça, c'est dans les méthodes d'écriture si je fais $7. Enfin, si, je pense qu'on va l'implémenter. On va regarder ça parce que c'est quand même une des features les plus importantes de Redis. TTL. Alors soit on a la méthode TTL, soit directement quand on, je pense que les deux c'est possible, soit directement quand on fait set, je peux lui dire voilà, en millisecondes le TTL. Donc c'est ce qu'on va setter dans notre écriture. Donc là c'est en secondes, on va le faire en secondes. On va rajouter ça. Directement dans le put, un troisième paramètre. Et là on va mettre $this TTL, et en fait on va rajouter une variable de classe, un attribut ici. On va instancier à la connexion du cache. Pour moi c'est souvent comme ça qu'on programme, c'est qu'on dit ce cache là, les données qui vont être stockées dedans vont durer tant de secondes. Ok. $TTL. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça pour la démo. Je pense que on a quasiment fait tout le travail en faisant juste cette implémentation. Donc vous voyez que franchement le plus dur c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Faut juste après lire la doc et regarder machin, et ensuite on va tester. Et ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer dans le bootstrap la. Oui. Ah oui, pas de souci. Ouais. C'est un peu trop gros, mais là c'est bien. Ok, parfait. Et du coup, To-Do API, nanana, Bootstrap, c'est pas là. Donc dans la déclaration de nos file cache, là on va utiliser Redis cache. Redis cache. Là, j'ai un TTL, donc on va faire des variables d'environnement. Donc en Laravel, les variables d'environnement, c'est la fonction env. Et du coup, on va l'appeler Redis TTL.
Ensuite, Redis host, Redis port. D'ailleurs, elles existent déjà pour le pub-sub. Donc ça veut dire que si je vais regarder le point env, je vais déjà trouver ces variables d'environnement qui sont définies. J'ai peut-être juste à définir la Redis TTL en plus. D'accord? Donc là, pareil. Redis TTL, Redis host, Redis port. Ok, maintenant. On est pas mal. On va regarder le .env. On va regarder ce qu'il y a dans le .env. Et effectivement, j'ai Redis channel, Redis host, Redis port. Moi, j'ai rajouté Redis TTL. Et on va compter 10 secondes. 10 secondes pour expirer une donnée. Comme ça, on a le temps de faire des tests. En théorie. C'est assez rapide. Tac. T'as pas changé Redis TTL? Oui, merci. Voilà. Maintenant, on revient ici, FPM, est-ce que je peux le relancer? Non, il n'a pas. Je vais remonter un peu ce truc-là. Voilà, je rebute. Ah. Ah oui, bah oui, les mêmes erreurs que tout à l'heure. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais remplacer tous les 80-80 par 80-81. Si, il y a les deux, il y a les deux. Et le Docker Compose, on va le passer en 3, 7. Et j'ai oublié un truc important. On va mettre ici 80, 81. Alors, en local, chez vous, si vous le refaites chez vous, ça va marcher 80-80 si vous n'avez pas un autre process. Nous, c'est parce qu'on est dans un environnement VS Code Cloud, là, dans un navigateur, et le service VS Code Web, Code Server, en fait, puisque c'est Codeur qui... Hein, il écoute sur le port 80-80, déjà. Donc, c'est un port qui est déjà occupé. Mais si je le faisais sur ma machine, ça marcherait directement. Là, on va se préparer une petite connexion Redis. On va la retrouver dans le README. Donc là, mon Redis est vide normalement. Ouais. Et hop. Si ça marche du premier coup, ça vous montre vraiment que changer d'implémentation de cache quand le code est bien fait, c'est rien du tout. Voilà. Alors, une erreur évidemment, ça pouvait être que trop beau. Donc on va refaire la petite tactique de Medraziz. Redis cache not found. Et ça, effectivement, c'est parce que j'ai oublié, tout à l'heure quand j'ai fait un copier-coller, de renommer la classe. C'est-à-dire j'ai bien nommé le fichier, mais j'ai pas renommé la classe. Probablement c'est ça. Effectivement, je l'ai appelée file cache, alors qu'en fait elle devrait s'appeler Redis cache. Voilà. Donc on recommence. Et il y a une deuxième erreur que je vais voir tout de suite. C'est que comme on s'est mis dans un namespace PHP, donc ça c'est une particularité de PHP objet, il faut lui dire que la classe Redis elle est dans le namespace root. Donc il faut mettre un slash comme ça. Parce que sinon il va essayer de chercher Redis dans le namespace que j'ai déclaré ici. D'accord? Donc ça les experts PHP peuvent effectivement confirmer ou préciser, mais... Je vais regarder le chat en attendant.
Parce que probablement on aurait une erreur, la classe Redis elle n'est pas trouvée dans app cache. Voilà. Donc use c'est quand on importe Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'un import. Et en fait, tu lui dis, et quand tu es dans le package, contrairement à la majorité des autres langages, si tu lui fais un new, en fait, il cherche dans le même package que toi. Donc tu dois lui redire qu'il doit chercher dans slash. Ou tu dois faire un use avant. J'aurais pu faire aussi un use Redis comme ça, je pense, à mon avis. Hein. Mais bon. Après, c'est le langage PHP. Je t'avoue que franchement, je suis pas opérationnel. Hmm? Elle dit que PHP il est grave avec le cloud. PHP, les quoi? Il est pire avec le cloud. Dans le build et tout, il est lent. Ah. Oui, alors il y a deux technos qui sont très lentes à builder, c'est PHP et Node, les deux. Node, ça ramène les Node modules, c'est une catastrophe. Et Donc quand tu utilises Vite.js pour le bundling, ça va être attention. rapide. Hein? Comment on appelle ça? L'expert TypeScript est là. Non mais dès qu'il y a des dépendances, de toute façon c'est toujours plus ou moins long, même en Python avec PyPy ça prend un certain temps, mais c'est vrai que les composeurs et NPM de base sont particulièrement lents. Après c'est vrai que ça s'améliore en JS avec PNPM. Alors c'est toujours la même taille, c'est toujours des gros nodes modules, mais il va en faire plusieurs en parallèle. C'est comme ça qu'on va gagner du temps. Mais Node Et- est très cloud friendly. Qui ça? Node. Oui, mais Surtout avec AWS. il faut Lambda ou- moi je parle du temps des pipelines. Ah. Moi j'ai jamais vu, par exemple, à chaque fois que je fais du Node, surtout quand il y a les tests unitaires avec Jest et tout, là, à chaque fois pour faire des pipelines serverless sur Kubernetes, il faut des volumes de 8 gigas pour tout télécharger, pour builder. Et après, l'image elle fait 200 mégas. C'est-à-dire, juste geste de mémoire la lib de test unitaire. Et ça, c'est un des plus grands miracles pour moi. Une lib qui permet de faire des tests unitaires, elle fait 1 giga quasiment. Elle toute seule. Et en plus, elle est retéléchargée plusieurs fois. Quand les packages PostJSON ils sont mal faits. Et ça, c'est vraiment c'est le pire pour moi, dans ce point de vue-là. Et après, je trouve que Composer et les dépendances PHP, elles mettent beaucoup de temps parce qu'en fait, ils recompilent à chaque fois beaucoup de trucs. Et forcément, c'est un peu la comparaison, elle est un peu biaisée parce que c'est des langages où on recompile des libs, beaucoup. Alors que quand tu fais du Java ou du Go ou des langages comme ça, ils ne recompilent pas. C'est directement exécutable, c'est portable, donc ça prend moins de temps à builder. Ok, donc là, je reviens sur mon Redis. Là, on va espérer. Non, malheureusement. Redis construct expect exactly 0 parameters when given. Alors ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, on va revérifier la doc. Parce que j'ai vu ça dans la doc. New Redis. Ah, voilà, j'ai un. Starting, nanana, this allow. Ah oui, ça doit dépendre de la version. Ok, donc nous on est obligé de continuer de faire du connect. À mon avis, on n'est pas dans la dernière version, donc c'est ce on va faire ça, on va faire connect. Donc c'est pas grave, on va tester, on va suivre. Donc Redis, pas de paramètres. Ensuite on fait $Redis connect et directement le host et le port, je crois. Nous allons tester, nous allons vérifier. Ouais, ça me paraît pas mal.
Ok. Il manque un petit point de virgule ici. Voilà. Bon, mis à part les erreurs de syntaxe, on n'a quasiment pas pris de temps à part à implémenter la... Voilà, il n'y a rien à faire d'autre que ça. Alors, en attendant que ça build, on va commencer à regarder autre chose. On va regarder l'histoire des sessions. Alors les sessions, si on regarde notre Dockerfile, on voit qu'on a un fichier session.ini qui est copié dans les fichiers d'extension du php.ini. Donc dans l'image fpm de base, le fichier /etc php-conf.d, il peut contenir des fichiers .ini qui vont overrider le php.ini. Donc vous n'êtes pas obligé d'écraser tout le php.ini, vous pouvez rajouter quelques variables dedans et ça va les écraser. Donc il y a un fichier session.ini qui a été créé, qu'on retrouve ici. Et ce fichier-là, il dit que les sessions, elles sont sauvegardées dans /session pour qu'on les retrouve plus facilement. Donc par défaut, il écrit dans un dossier, mais comme je ne le connais pas, là je lui ai dit d'écrire dans /session et on va vérifier tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer quand on va utiliser des sessions. D'accord? Donc là, normalement, on revient sur le test actuel. Toujours pas une define variable redis, mais il se fout de moi. C'est pas possible. Ah, je pense savoir pourquoi. C'est l'histoire, j'ai dû pas bien faire du zis flèche à mon avis. Alors redis cache, ouais, zis, merci PHP. Ouais, en Java ça n'existe pas, tu vois. En Java ça marche. Pareil ici, partout où j'ai mis $redis, je dois remplacer par $zis flèche redis. Voilà. On est bon normalement. La prochaine, si ça pète, je vais directement débugger dans le conteneur pour aller plus vite. Donc ça illustre vraiment que souvent dans l'émission j'ai entendu ouais mais on connaît pas Redis. Non, le problème c'est pas Redis en fait. Et c'est pour ça que je conseille, c'est ça, avant de se fixer sur la techno, déjà bien organiser la façon dont on fait du cache. Et après c'est très facile de remplacer. Même pour quelqu'un par exemple, même vous missionnez quelqu'un d'autre qui va s'occuper de mettre Redis en place, vous allez prendre beaucoup moins de temps avec lui et beaucoup moins cher de prendre un spécialiste si votre code il est déjà prêt, quoi. Alors que sinon si on arrive sur un projet legacy où chacun a fait sa sauce dans son coin. Son manière. Ouais. Ok. Donc toujours pas. Alors, cette fois-ci, je vais aller dans le conteneur. Parse error. Expecting. Redis cache.php, ligne 10. Ouais, ligne 10, qu'est-ce qu'il y a? Private son de la liste. Ah, La déclaration sont...
Ouais, D'accord. tout à fait. Bon, par contre, on va pas rebuilder, on va faire un exec. Normalement, On va faire un docker exec. Ça va aller plus vite. -it to do API fpm sh. Voilà, apk add --no cache vim alors app cache redis cache.php hop. C'est ça qui est beau avec les langages compilés, les langages. Il y a des avantages quand même. C'est que normalement, ça va marcher tout seul. Voilà. Tiens. Donc on refait title task, database. Je refais exactement le même test que tout à l'heure. Cache. On va attendre 10 secondes. Et normalement, ça va revenir à database. Là, je fais le test nominal. Et ensuite, on va refaire le test en regardant ce qui se passe dans Redis. C'est bon. c'est bon ça. Database. Voilà. Là, je vais refaire le test. Donc là, je fais un keys étoile. Hop. Là, je refais un keys étoile. Hop, j'ai exactement comme tout à l'heure, j'ai deux clés. On va les désérialiser, on va faire un get de chacune là. Donc ça, c'est l'ID et les clés. Ah, ça y est, c'est trop tard. C'est pas grave. Je recommence. Hop. Voilà. Donc là, c'est ma requête de recherche. Et si je refais l'autre, peut-être qu'on va encore dépasser les 10 secondes, mais c'est pas grave. Effectivement, on a dépassé les 10 secondes. C'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Si je redésérialise ça, en base 64 comme tout à l'heure, je vais retrouver. Donc c'est le même algo de hachage des clés. Hein. Base 64-D. Donc title task. Et l'autre c'était MG. Là, normalement ça devrait être 2. Voilà. Voilà. Donc, même fonctionnement, mais avec Redis. Et en profitant des features de Redis, le TTL, la console, c'est observable. On gère aussi, on peut aller plus loin, on peut gérer le max de la taille de Redis, on peut écrire sur des fichiers, on peut sharder sur plusieurs nœuds, sans changer le code PHP. Peut-être juste la chaîne de connexion pour dire dans Redis Cluster, il y a plusieurs machines. C'est le seul truc qui peut changer. Parce que de mémoire, quand on fait un Redis cluster, on n'est pas obligé de mettre tous les membres du cluster, mais c'est bien d'en mettre plusieurs au cas où celui qu'on a mis en conf, s'il est tombé, il ne va pas répondre. Ou alors il faut créer une virtual IP ou un DNS qui prend tous les trucs en Robin. Mais voilà. Du coup, c'est ce que je vous ai dit, hein, le plus gros a été fait tout à l'heure. Hein. Donc maintenant, on va gérer un autre cas en PHP qui est très récurrent, qui fait que les applications elles sont pas scalables, elles sont pas utilisables. Ce sont les sessions. Donc là, on a géré les fichiers. À chaque fois que je tombe sur des sites PHP, il y a des gens qui ont créé des fichiers dans un répertoire pour gérer des utilisateurs, des droits, etc. Pareil pour les sessions. Que ce soit des sessions ou des fichiers. Hein. Je vois toujours les deux, des file put contents comme des $sessions. Faut savoir que j'en ai vu une fois qui avait solutionné le problème en écrivant sur une bitdisk NFS. Mais je vous laisse imaginer, ça résout une partie du problème, c'est-à-dire que c'est un disque distribué que plusieurs peuvent monter en volume dans leur machine virtuelle, etc. Mais vous n'allez pas gérer les écritures et les accès concurrents sur les fichiers, donc ça va ralentir votre application, voire ça va peut-être provoquer des bugs, d'écrire sur le même fichier au même moment. Ok. Du coup, nous allons rollbacker tout ce qu'on a fait. Et pareil, c'est sur une branche.
on va pouvoir comparer ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc effectivement, ça c'est la solution qui était déjà dans la branche et on avait fait comme ça, Redis Connect. On va regarder un peu. La seule différence fondamentale, c'est que là j'utilise une méthode expire. Alors que tout à l'heure j'ai mis directement en paramètre. C'est pas la peine de faire comme ça, on a le droit directement de mettre un troisième paramètre avec un tableau. Et si je me souviens bien, c'était. Je sais plus si c'était PX ou pour dire expire en millisecondes. Bref, peu importe, de toute façon on a terminé avec ça. On s'en est bien sorti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle implémentation de cache qui s'appelle session cache. Et on va regarder qu'est-ce qu'elle prend en paramètre. Elle prend un cache name. Cette implémentation-là, elle démarre des sessions si elles ne sont pas actives. Et elle fait, en fait, elle va utiliser la super globale de PHP de la session pour stocker là-dedans. Ce que je vous ai dit, c'est que ça, de toute façon, on sait que ça ne va pas marcher. Mais ça ne va pas se voir. Ça ne va pas se voir parce qu'on a respecté dans notre code les 3 règles d'or dont si c'est pas présent dans le cache, tu pètes pas. Donc du coup, avec les headers, on va voir que ça va renvoyer tout le temps database. C'est pas grave, on ne veut pas corriger cette implémentation-là parce que de toute façon, ça ne peut pas marcher avec des sessions. Mais l'idée, c'est de montrer comment ça marche les sessions et comment on peut les mettre dans Redis parce qu'il y a d'autres cas où on va utiliser des sessions pour un seul utilisateur connecté qui va remettre en header le PHP Session ID pour que ça retombe sur le bon fichier. Mais si on a plusieurs instances, c'est que le fichier n'existe pas, ça ne va pas marcher. Donc on va utiliser Redis pour stocker les sessions. Donc d'abord, on va commencer par faire ça. On va juste remplacer dans le Bootstrap. Si, c'était là. Bootstrap app.php. Là, je vais lui dire d'utiliser du session cache et il y a un seul paramètre. Ok. Donc maintenant, on va build. Non. Pareil, même erreur que tout à l'heure. À chaque fois, je vais la voir, mais donc 3, 7 et 80, 81. Ça devient 80, 81. Hop, pareil dans le readme. Voilà. Je vais regarder un peu le chat en attendant pour voir s'il y a des interventions. Pour l'instant, il n'y a rien. Si on se professionnalise un peu, il faudrait qu'on arrive à mettre le chat dans le live pour l'enregistrer sur YouTube, tout ça. Mais bon, je suis pas doué. Tu peux le faire un live sur YouTube et donc il doit être enregistré sans le faire un upload sur YouTube. Ouais, mais je préfère Twitch pour les lives, moi personnellement, c'est plus fluide. Tu vas voir comme Twitch. Il y en a qui arrivent à le faire sur les deux en même temps. Même. Ouais. Ouais. Mais bon, on va apprendre tout ça un jour. Je pense que le nom c'est. Après, ça fait plusieurs chats à suivre aussi. C'est-à-dire que quand tu fais tu broadcasts sur plusieurs plateformes de live, tu dois voir le chat de YouTube, le chat de Twitch, le chat de... Je crois qu'il y a peut-être des logiciels qui concentrent tous les chats au même endroit et qui fait du broadcast. Je suis sûr que ça existe, mais ça, c'est les streamers pros qui connaissent ça. Alors, du coup, on va refaire notre curl. Donc, là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que c'est from database et que, comme je vous disais tout à l'heure, si je le refais, ça va faire from database, from database, from database. Et par contre, ce qu'on va voir, c'est que normalement, si je fais un exec,
et que je vais dans $session, je vais trouver 3 fichiers puisque j'ai fait 3 requêtes. Ah. Effectivement, je vois 3 fichiers, 3 sessions. Et si je l'ouvre et que je fais un cat, je retrouve exactement ce que j'avais dans mon cache ou dans ma fichier. Donc là, j'ai utilisé les sessions comme cache. Le seul bug avec ça, c'est qu'effectivement, ça correspond à un session ID. Et en fait, il faut le repasser dans des headers pour dire je suis telle personne, de manière. Voilà, PHP arrive à faire le mapping avec ce session ID pour dire c'est lui qui est connecté. Ok. Très bien. Donc là, l'idée, c'est que il faut qu'on n'écrive plus dans ces sessions-là, elles doivent plus être dans des fichiers, elles doivent être dans Redis. Donc on revient sur le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va regarder la doc parce que la doc nous a dit exactement quoi faire dès le début, en fait. Parce qu'ils savent très bien que le besoin prioritaire, c'est ça, c'est les sessions. Donc on a juste 2 lignes à faire, que je vais expliquer. Et en fait, on doit lui dire qu'il doit utiliser Redis et il ne doit plus utiliser le système de fichiers, comme on aurait pu dire même cache s'il y avait un même cache de l'autre côté, etc. Voilà. Et ensuite, on va faire une chaîne de connexion TCP, mais on va la simplifier parce qu'on n'a pas toutes ces machines, on n'en a qu'une seule. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ici, je peux directement invoquer des variables d'environnement. Donc, je peux faire ici $redisport. Et ici, je peux faire $redishost. Ok. Donc maintenant, on va rebuilder tout ça. Et juste ça, 2 lignes. Mon code, il devient stateless. Alors évidemment, je vous dirais, c'est mieux si vous arrivez à vous débarrasser des sessions, de ne pas les utiliser du tout. Dans 99,9% des cas, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Vaut mieux accélérer nos recherches ou décoder ce qu'on nous met dans les headers en GWT côté back-end que de stocker de l'état dans des sessions. Mais si on peut pas, si on n'a pas le choix et que voilà, je sais pas, on est en train de faire un truc d'e-commerce avec des paniers et qu'on n'a pas un Redis. En fait, clairement, on pourrait se passer des sessions, on pourrait tout gérer avec Redis nous-mêmes en réassociant avec l'utilisateur. On peut s'en passer, mais c'est pas un drame, il suffit de faire ça. Et ça va faire le travail pour vous. Et vous pouvez continuer à faire du session comme dans les années 2000. Donc toi, tu l'as activé chez notre client? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est activé, ça va. C'est juste de... C'est juste de ça. Voilà. Finger in the nose. Donc maintenant, je réouvre mon Redis à côté. Et là, je refais mes curls. Donc pareil, database. Database, c'est pas surprenant. Et là, normalement, je devrais voir 2 clés. Et effectivement, PHP Redis session, l'ID de la session, et voilà, il ne stocke plus dans des fichiers, il stocke dans Redis. Et si je fais un get de ça, je vais retrouver mes critères de recherche. Ok, avec les 2 caches, predicate.id, pareil, si je décode ça, ça va faire 2, si je décode ça, ça va faire title. Donc toujours le même algo. Voilà, là on a vu 3 méthodes pour stocker de l'état en dehors de votre application PHP. C'est le plus important dans cette formation. Si vous avez maîtrisé tout ça, vous êtes capable à la fois de faire du microservice stateless en PHP, avec une techno un peu legacy, sur des anciennes applications sans tout réécrire. Et vous êtes capable aussi d'améliorer les perfs de votre PHP. C'est-à-dire que PHP, on sait qu'il gère très mal la mémoire RAM, parce que c'est vraiment pas son fort. Là-dessus, Java ou Go ou ce genre de langage sont beaucoup plus performants de base.
Mais même avec ces langages-là, j'aurais tendance à préférer mettre un Redis à côté. Pour ce que je vous ai dit, c'est que la JVM, elle devient un trou sans fond très rapidement, si on ne maîtrise pas ce qu'on met dans la RAM. Et voilà, je préfère séparer ça dans un Redis, même avec les langages qui gèrent mieux la RAM que PHP. Mais PHP, c'est encore plus vrai, du coup, parce que voilà, à chaque fois que vous allez faire ce que vous pensez être des caches, en fait, ça se recharge à chaque requête. Ok. Et du coup, il n'y a pas un souci, c'est-à-dire que finalement, PHP, il est fort pour faire du compute, pour faire de l'exécution de traitement stateless, et voilà, sans RAM. Donc à partir du moment où vous déplacez tout ce que c'est pas faire PHP dans d'autres trucs, il n'y a pas de souci pour continuer d'utiliser PHP pour faire des microservices, en fait. Même si c'est pas le choix que je ferai en priorité, fondamentalement, c'est pas un problème. Maintenant, on va regarder autre chose, toujours dans le sujet de Redis et dans le sujet des performances dans le cloud, etc. etc. PHP, comme d'autres technos, ou de manière générale des API REST, il y a certaines tâches qu'on pourrait faire en asynchrone et ne pas attendre la réponse pour terminer. Alors, généralement, vous avez dans les frameworks un peu modernes, vous avez ce qu'il faut pour simuler de l'asynchrone ou pour faire de l'asynchrone, même dans PHP. Après, je sais que le moteur PHP, il n'est pas très fort pour faire ça. Il ne va pas le faire de la meilleure des manières, etc. Les technos qui sont vraiment faites pour ça, c'est Node.js pour le coup, vraiment. Autant je critique souvent quand on utilise Node.js pour faire des API REST basiques, parce que vous bloquez l'event loop, et en fait vous bloquez les threads, et souvent en prod on a des applications qui ne sont pas performantes quand on a des traitements qui sont longs. On le voit avec un autre client qu'on a, où voilà, à chaque fois comme ils ne gèrent pas les pools de threads nativement, quand il y a plusieurs personnes qui font des requêtes en même temps sur leur node, ça ne marche pas. Et ça, c'est parce que Node, par défaut, c'est une event loop mono-threadée. Enfin, en fait, ça calcule le nombre de threads que ça peut occuper par rapport au CPU. Mais dans la majorité des cas, ça va être un seul thread à la fois, avec une boucle d'événements. Et donc, si vous faites des traitements qui durent plusieurs secondes, en fait, vous allez temporiser les requêtes des autres personnes. Alors que PHP ou Java ou toutes ces technos-là, par défaut, vous avez un serveur comme Nginx ou un serveur Apache ou un serveur Tomcat, etc., qui lui, par défaut, définit un nombre de threads sans que le développeur s'en occupe. Donc quand il implémente ses contrôleurs, ce que le développeur ne voit pas en Spring etc., c'est que Tomcat ou le serveur embarqué de Spring va définir une thread pool de plusieurs threads et va faire la réconciliation ensuite. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai des threads qui sont libres, je peux les remettre dans... ils peuvent prendre des requêtes. Ceux-là, ils sont occupés, on va attendre. Avant de terminer le programme final, je vais attendre que tous les threads soient complets. Tout ça, c'est de la programmation multithreading qu'on faisait à la main quand on faisait du C. Et en fait, quand on fait du Node, on doit l'écrire en code, tout ça. On doit utiliser les worker threads en Node. Soit on utilise les thread workers, soit on fait vraiment de la programmation réactive en utilisant des bus de messages, c'est-à-dire je prends une tâche, c'est trop long, je vais la dispatcher à d'autres nodes dans des bus de messages comme l'event meter, ou d'utiliser un Redis PubSub, ou d'utiliser un Kafka, etc. Mais node bien utilisé, on bloque jamais le thread. Et le souci, c'est que comme JavaScript est un langage assez mainstream, et TypeScript est devenu un langage assez mainstream, beaucoup de développeurs utilisent Node en remplacement de PHP ou de Java ou de trucs comme ça. Et systématiquement, ils font des applications pourries, vraiment. Je dis sans détour, vraiment, des applications pour les perfs, elles sont catastrophiques. Et ça, c'est parce que manque de maîtrise de l'architecture qui est en dessous le moteur V8 de Chrome, qui en fait est une boucle d'événements qui ne doit pas être bloquée. Donc il y a deux façons d'utiliser bien Node quand on veut faire ça, c'est soit on fait des worker threads, soit on fait des API asynchrones, c'est-à-dire quand je te fais un traitement post qui est un peu lent, je sais que toi tu peux pas me donner le résultat maintenant, donc je t'envoie une callback sur laquelle tu me notifieras quand on va terminer. Soit je vais m'abonner à une WebSocket, soit je te donne une callback et toi tu me republies sur la callback. Ça, je peux vous garantir que c'est minoritaire, c'est-à-dire que le problème, c'est que effectivement, on peut faire des API REST réactives en Node qui sont super performantes quand on fait ces designs d'API-là, ces contrats d'interface, mais la plupart des gens vont raisonner comme en PHP. C'est-à-dire, tu m'as fait un post, attends, je vais faire tout le travail, ça y est, j'ai fini, je te donne la réponse. Et ça, c'est une catastrophe en Node. Donc je profite de la formation
pour passer ce message parce que très souvent ça revient. Et il n'y a pas que Node qui est dans ce cas-là. Moi j'utilise une autre techno qui s'appelle Vertix, qui est un équivalent en Java de Node.js, c'est-à-dire c'est la même architecture mono-threadée avec un event loop. Et de la même façon, quand on l'a découvert au début, c'est fait pour faire des traitements asynchrones by design. Et si vous voulez faire du synchrone et du classique, c'est mieux de continuer avec Spring. Voilà, c'est mieux de continuer avec du servlet, on va dire, de l'API de servlet, que ce soit Spring ou un autre framework, ou de faire du micro-profile en J2E ou des choses comme ça. Voilà. Et si vous êtes obligé de le faire, c'est-à-dire de quand même faire des événements qui sont un peu lourds parce que vous n'allez pas utiliser un autre microservice pour le faire, dans ce cas-là, il faut essayer de ne pas bloquer l'event loop principal et d'utiliser l'équivalent des thread workers. Alors, dans Node, c'est les thread workers. Non, pardon. Dans Vertex, c'est les thread workers. Et dans Node, c'est les worker thread. Il y en a un, c'est à l'envers. Voilà. Ouais. Et ça, je le vois. Hein, à chaque fois que je tombe sur des tutos, je vais, je sais pas, sur GoMyCode ou pour voir comment. Ce genre de problématique, sous le tapis, ça n'existe pas. Tout est simple, ça marche en local. Ça part en prod. C'est bon. Ah, ça marche plus, mais je suis plus là. Je suis passé sur un autre projet. Moi. Et donc ça fait partie ce que vous devez être sensible. C'est que nous, on fait beaucoup de prod, on en fait autant que du dev, etc. Mais quand on est côté prod, ce sont des problèmes qu'on peut identifier assez rapidement, c'est-à-dire on sait. Sans même lire le code, on peut sentir ce qui se passe dans l'application, en fait. En fonction de sa techno, de ce que voilà, PHP, on a mis un deuxième nœud, il n'y a plus rien qui marche. Ah, il y a sûrement des sessions, il y a sûrement des fichiers qui traînent, etc. Node, c'est lent, pourquoi? Sûrement qu'il y a il est en train de faire une requête qui ramène beaucoup de résultats et du coup ça bloque le microservice. On a un truc qui permet de compenser ce problème en Node aujourd'hui parce que ça se voit moins qu'avant, ça se voit moins qu'il y a 10 ans. C'est Docker et les conteneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compense le fait qu'une instance est bloquée en mettant plein de pods et d'avoir un ingress devant, un ingress controller ou un truc. Et en fait, du coup, c'est lui qui va détecter que celui-là est trop lent, donc il va envoyer des requêtes à l'autre, etc. Ça compense. Ça compense, mais ça compense à quel coût? C'est-à-dire que du coup, on est obligé de faire tourner plein de pods pour que ça marche, et parce qu'on n'a pas bien correctement développé le multithreading côté dev, etc., du coup on va multiplier notre infra, la taille de notre infra pour compenser. Donc ça c'est souvent ce qui va arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est plus trop bloqué par des API REST bloquantes en Node, c'est que on s'embête plus, on va mettre un autoscaler sur Kubernetes comme Kieda et tout, on va se baser sur les métriques, on voit que la CPU elle est à temps, donc on va lui dire vas-y pop-moi d'autres pods. Et en fait, c'est la facture du cloud final qui va compenser ce que le développeur n'a pas bien fait sur son travail. La développeuse n'a pas bien fait. Voilà. Donc je vous sensibilise un peu sur ces sujets, mais si vous le faites bien, en fait, ça va coûter moins cher sur l'infra. Après, il faut peser, c'est-à-dire est-ce que ça va vous prendre beaucoup de temps versus la facture de l'hébergeur, est-ce qu'elle coûte plus cher que le temps que vous allez consommer sur le projet? Ça, c'est le travail du management de se dire, moi, l'infra, elle me coûte moins cher que le développement, versus l'infra, elle me coûte plus cher que le développement. Et il n'y a pas une réponse universelle, ça dépendra de l'entreprise, est-ce que vous êtes interne, pas interne, etc. On ne peut pas donner une règle, c'est toujours comme ça, impossible. Ok. Donc, on revient à un autre sujet. Il y a une feature de Redis qui s'appelle le PubSub. Le PubSub, c'est un bus de messages très léger, très simple, c'est-à-dire que ça ne va pas aussi loin que du Kafka, du Pulsar, du RabbitMQ. Donc chacun de ces brokers de messages va avoir des avantages et des inconvénients. Typiquement, Kafka, qu'est-ce qu'il va faire en plus? Kafka ou Pulsar, les deux fonctionnent de manière très similaire. C'est que ce ne sont pas juste des bus, ça persiste aussi la donnée et ça vous permet de revenir en arrière et ça vous permet aussi de traiter les données dans un certain ordre. Donc il y a un système de partition et de topic et quand vous abonnez à un topic Kafka, vous lui dites, en fait il va réattribuer des partitions à chaque consumer dans un même groupe, ce qui fait que vous pouvez garantir que les messages ils arrivent dans l'ordre pour un consumer en lui disant toi ce message là je veux que tu ailles sur telle partition, ce message-là, je veux que tu ailles sur telle partition avec une clé en fait.
Et ça permet de dire, je veux être sûr que ce soit le même consumer qui dépile tous ces messages-là. On n'a pas toujours ce besoin-là. Ce besoin-là, il peut aussi faire exploser les perfs si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que vous avez d'autres bus comme Rabbit ou etc. là où on va privilégier, on s'en fout de l'ordre, il n'y a pas d'ordre, c'est asynchrone, ça arrive, peu importe quand ça arrive. Si je scale et qu'il y a plusieurs qui écoutent ma file, je m'en fous de quel pod va prendre mon message. Et c'est un peu le cas aussi avec Redis PubSub, ça va pas aussi loin. Et surtout, Kafka, comme c'est persisté, si on a perdu la transaction, on peut revenir en arrière, etc. etc. Mais par contre, Kafka, c'est très lourd. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de place sur le disque, ça prend du stockage. À chaque fois que vous allez créer un topic, vous allez lui dire mon topic il fait 10 partitions, chaque partition elle fait 500 mégas. Vous allez devoir définir une taille pour qu'on ne perde pas les données, pour qu'on puisse aussi faire des requêtes, ce qu'on appelle des streams, pour pouvoir faire des agrégations dessus. C'est quasiment, ça fait partie de la famille des bases de NoSQL aussi, en fait. Et en fait, quand vous avez ce besoin-là, très souvent, vous n'êtes pas obligé de rejouer toutes les microtransactions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bus de message principal qui est Kafka avec un topic. Et vous pouvez, ensuite, le consumer qui va dépiler le topic Kafka, lui, il peut déléguer son travail à d'autres microservices asynchrones en passant par des bus plus légers que Kafka. On n'a pas besoin de mettre ça c'est ce que j'ai vu sur d'autres projets, c'est qu'à chaque fois qu'on veut déléguer le travail à un autre consumer, on va recréer un topic Kafka, on va reprendre de l'infra, on va devoir faire toute une procédure pour... alors qu'en fait, on a besoin de retry que la transaction primaire. Donc on peut très bien avoir un topic Kafka et ensuite des bus de PubSub de Redis ou des bus, event bus ou émetteurs natifs dans Vertex ou dans Node, etc. L'avantage de Redis PubSub par rapport à l'event meter ou l'event bus de Vertex, c'est que vous pouvez faire du multi-techno. C'est-à-dire quand vous utilisez l'event meter de Node, c'est forcément, vous êtes obligé de tout faire en Node. Quand vous faites du PubSub, vous pouvez dire ce worker-là, c'est l'équipe machin, eux ils font du Python, eux ils font du Node, eux ils font du etc. etc. Voilà, parce que c'est standard, c'est du TCP. Et moi j'aime bien quand pareil, toujours, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Ça consomme rien, franchement. En plus, d'autres cas où Redis vous l'utilisez déjà comme cache, bon, des fois ça vous suffit, vous n'avez pas besoin d'installer un Kafka ou de faire un truc énorme, donc vous pouvez utiliser Redis pour ça. Ça tourne sur des Raspberry Pi, hein, donc c'est très light. Voilà. Pour faire de l'IoT, c'est pas mal aussi, je trouve. Donc, de la même façon, comme ce que je vous ai dit, c'est que on peut avoir des besoins qui évoluent dans le cache, comme on peut avoir des besoins qui évoluent dans le PubSub aussi. Aujourd'hui, je peux vous dire, là, à cette date-là, on ne va pas tout de suite partir sur du Kafka. On verra plus tard s'il faut changer par Kafka. On va commencer par Redis PubSub. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de refaire tout son code? Une interface. Donc, de la même façon que pour les caches, on a défini une interface PubSub avec une méthode publish. Voilà. Pour le PubSub, le seul cas que peut utiliser ça, c'est pour l'IoT seulement Non. Dès que tu as besoin de faire de l'asynchrone, ou tu n'as pas besoin d'attendre le résultat, ou que tu veux répartir la charge différemment qu'en faisant du HTTP, parce que HTTP, concrètement, c'est un des pires protocoles que vous avez pour faire des applis résilientes. Hein. Pour faire du scaling, etc. C'est le plus facile, c'est celui que tout le monde connaît, mais c'est beaucoup plus optimisé de diviser la tâche à d'autres process en passant par un truc asynchrone en TCP que de faire des requêtes HTTP. Voilà, même quand vous faites du Node.js et que vous lui dites, voilà, moi je ne vais pas me bloquer, je vais appeler un autre node, c'est mieux de l'appeler par un bus que de lui faire une requête web HTTP. Voilà. Ensuite, ce que j'expliquais par rapport à Kafka tout à l'heure, c'est que dans HTTP, vous n'avez pas une notion de transactionnel. Par exemple, quand vous faites du Kafka, vous pouvez vous committez le fait que vous avez inséré un message dans le topic, et le consumer, il commit qu'il a bien terminé son traitement en recevant le message. Donc vous pouvez faire du retry. Vous pouvez aussi avoir des patterns. Encore une fois, ça peut faire l'objet d'une formation entière, et je pense qu'on en fera une sur ces trucs-là. Mais vous avez le pattern de la DLLTRQ. Donc par exemple, quand vous avez réessayé un certain nombre de fois, mais que le consumer n'a pas réussi à traiter le message correctement,
et ben, il le met d'abord dans une file de retry où il va réessayer 1 heure plus tard. Ensuite, il le met dans une autre file de retry où il va réessayer 24 heures plus tard. Ensuite, il va remettre ça dans une file de retry où il va essayer 1 semaine plus tard, enfin peu importe les specs que vous voulez. Et à la fin, ça termine dans une poubelle, dans une DL Letter Queue. Et vous avez une interface d'administration. Vous allez voir tous les messages qui ne sont pas passés et vous allez pouvoir les relancer en cliquant sur un bouton je veux les relancer ou je veux corriger le payload parce que ça se trouve en fait la requête elle est invalide donc ça passera jamais. Je vais donner un exemple. Là où la dernière fois je l'avais implémenté, c'était en relation avec les passages facteurs qui tournent tous les jours distribuer du courrier, qui font d'autres prestations. Il y a des jours fériés, il y a des jours, etc. Et donc quand on calculait, par exemple, contractuellement, ils étaient tenus de passer tous les mardis. Si le mardi tombe sur un jour férié, ça ne sert à rien de réessayer 1 heure plus tard. Ça va forcément tomber. Donc ça veut dire qu'il faut la règle de gestion qui disait le contrat a dit que c'était 2 jours plus tard, en fait ça devient 2 jours ouvrés, donc 3 jours. Ce genre d'erreur là. Voilà. Donc en tout cas, quand on n'est pas encore sûr de ses choix, c'est bien d'utiliser des interfaces. Publish. Et là, on a une seule implémentation Redis PubSub. Donc pareil, j'ouvre une connexion Redis, je lui dis que c'est sur tel channel qu'il doit publier. Et très facile, un Redis publish. Voilà. Là, on serait tenté d'utiliser directement l'objet Redis dans notre code. Mais encore une fois, le fait de l'encapsuler dans une implémentation d'interface, ça va être ça le gros intérêt, c'est que demain vous avez envie de changer par autre chose que Redis PubSub, vous pouvez. Ok. Voilà. Vous pouvez même utiliser une base de données. Hein. Vous pouvez utiliser une table. Et du coup vous insérez dans une table d'événements et derrière vous avez un cron qui tourne et le cron va dire lis-moi la table entre telle date et traite-moi les événements. Vous avez réinventé Kafka en faisant ça, en moins performant et en beaucoup plus pourri, mais ça marche. Le modèle classique. Avant, quand on n'avait pas en fait c'est ce qui s'était passé, c'est que depuis très longtemps dans l'IT, on a toujours eu des bus et des brokers de messages et des middleware, des Corba, des WebSphere MQ, des JMS. Je ne sais pas si ça vous parle tous ces termes-là. Java Messaging Service. Voilà, c'est très vieux. Ça a toujours existé. Et il y a eu un moment où on a dit c'est trop compliqué tout ça, nos événements, on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas machin. Donc on a dit on va tout faire en web service. Et en fait, comme je vous ai dit, on a tellement saturé les réseaux, perdu des transactions, etc., qu'il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, il faut revenir au bus. On va en refaire des nouveaux, on va faire Kafka, on va faire machin. En fait, ça existait déjà avant. Et à l'époque où moi j'ai commencé à travailler, on était en 2010-2011, c'était l'explosion des web services. C'était SOAP, c'était encore la mode. Et on commençait à faire du REST parce que c'était plus simple. On était parmi nous, on était parmi les premiers dans une BU de 500 personnes à faire du REST. Donc, et effectivement, par rapport à SOAP, c'était plus simple, etc. Mais dès qu'on voulait faire du retry et des choses comme ça, en fait, on réinventait des fils de messages en utilisant une table dans Cassandra ou dans MySQL pour dire, voilà, tu m'insères des événements qui seront traités en asynchrone et derrière, on a un cron qui tourne et un cron qui lance un batch qui traite les messages. Et en fait, c'est une file de messages. On a utilisé MySQL comme une file de messages en faisant ça. Dans Prodit, c'est ce qui se passe aussi. Prodit, on n'a pas eu les moyens de mettre un Kafka, et puis pareil, c'est un projet qui a 8 ans. L'indexation asynchrone, c'est asynchrone. C'est du traitement cron qui tourne derrière, qui traite les messages entre deux. Si je leur refaisais aujourd'hui d'actualité avec des moyens, je leur ferais avec Kafka ou un truc comme ça. Voilà. Ou avec du PubSub. Le pattern il marche. Hein. D'ailleurs, on a une formation, je vous invite à la consulter sur comment on gère l'indexation asynchrone dans Elasticsearch avec une base de données primaire en PostgreSQL. Et effectivement, on n'a pas de bus de messages, mais on arrive quand même à faire un truc qui marche 10 ans plus tard de manière très performante. Juste en faisant de l'événementiel, en disant voilà, j'ai des événements d'indexation, il faut supprimer, ajouter ou modifier dans l'index. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose là, le res search égale 0,
rssearch égale 1 et rssearch égale -1 dans Prodit. À chaque fois qu'on insère une ligne, on a un événement qui dit attention, il y a une nouvelle ligne, il faut que tu réindexes. Bah, c'est exactement le même principe. Si on le refaisait d'actualité, en fait, ces événements-là, ça serait pas avec Postgres, ça serait une file de messages dans lequel on les envoie. Et derrière, il y aurait des workers asynchrones qui taperaient sur Elasticsearch pour dire voilà. Ça va, c'est clair ce que je dis jusqu'à présent? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter. Alors, le cas est très simple. On va supposer que quand je veux faire un post, je n'ai pas besoin d'attendre la réponse et d'avoir le résultat dans la réponse. C'est-à-dire que quand vous regardez le post actuel, alors, évidemment, c'est un post très rapide, c'est pas là qu'on a vraiment besoin de rajouter beaucoup de performance, mais on va le faire pour l'exercice ici. C'est-à-dire que quelqu'un va m'envoyer une nouvelle to-do, je ne sais pas moi de la persister dans PostgreSQL, c'est pas moi de la chercher pour l'envoyer au client. On va le faire en asynchrone, on va répondre tout de suite au client. J'ai pris en compte ta demande, ça va se faire. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va retourner dans Web. Donc ça doit être route Web. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième version du web service post. On va pas écraser le V1, mais on va faire un V2 qui est asynchrone. D'accord? Voilà. Celui-là, on va pas lui dire d'insérer tout ça, etc., etc. On garde le contrôle de validité, il faut que le titre et tout ça soit obligatoire, sinon on te répond 400, ça on le garde. Par contre, on va te répondre 202. Message 202. Accepted. Voilà, on a accepté ta demande. Voilà. Maintenant, on a juste à injecter notre objet PubSub, exactement comme on a injecté nos objets de cache ici. Donc ça, c'est la façon de faire l'injection de dépendance avec Laravel. Je vais le faire là. Et on va regarder comment il s'appelle dans le fichier bootstrap app.php. Il a été déclaré là, le singleton, il s'appelle PubSub. Donc, on revient ici. Le truc, il s'appelle PubSub. PubSub. $PubSub. On regarde l'interface. Tac. Publish. Payload. Il prend juste un JSON en paramètre. Donc, je vais faire un publish de l'objet todo. D'ailleurs, je vais construire un objet, ça va être plus simple. Je vais faire un $payload. Alors, je reconstruis un objet, comme ça, je suis sûr de prendre, si on m'a mis quelque chose dans mon body de mon post, et que j'ai pas envie de remplir mon PubSub parce que c'est de la mémoire RAM, hein. Quand vous remplissez le PubSub avec des objets énormes, alors que vous avez besoin de que 2 champs, ça vaut pas le coup. Donc c'est une bonne pratique pour moi de dire je recrée un objet avec que ce que j'ai besoin, que je vais envoyer dans le PubSub pour pas remplir mon PubSub. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va faire title. Et du coup c'est $title. To-do description. C'est pas vraiment un objet, hein. Les puristes PHP me diront c'est un array associatif. Les objets c'est autre chose. Parce qu'il y a les deux qui existent en PHP. Et voilà. Et du coup il faut que je le sérialise en JSON. Voilà. On est bon. Et donc c'est asynchrone. Ensuite, on va regarder. Alors, je vais le lancer et puis après, on va regarder ce qui va se passer de l'autre côté. Je vais rebuilder notre fichier, notre API PHP. Voilà. Et maintenant, en fait, on va aller dans un autre répertoire qui s'appelle To Do Consumer. Et donc là, c'est notre consumer qui va s'abonner au channel de PubSub de Redis. Et en fait, vous allez voir que c'est très simple. Donc c'est du Python.
Et ce qu'on lui fait, c'est tu as une méthode receive to do où là je récupère le client Redis, j'instancie une connexion avec les mêmes variables d'environnement. Hein. Donc ça c'est la lib Redis en Python. Et je lui dis de souscrire à ce channel. Et ensuite j'ai plus qu'à boucler dessus. Et je reçois des payloads et puis j'ai plus qu'à les traiter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un insert dans PostgreSQL. Donc j'ouvre aussi une connexion à PostgreSQL avec Psycoc2, PsychoPG2, voilà. Et c'est tout simplement. Truc basique, code très bas niveau. Et l'avantage de Python là-dessus, c'est que lui, il sait se lancer en mode batch beaucoup mieux que PHP. En fait, PHP, c'est pas tip top pour faire des scripts. C'est vraiment fait. Non, mais vraiment, c'est pas une critique, c'est que chaque langage a son utilité. PHP, c'est fait pour exposer du HTTP, voilà. Du FPM, du HTTP. Pour être maintenu en vie en boucle infinie, c'est pas ça. Donc n'importe quoi sera mieux. En fait. Donc ça pourrait être du Node.js, j'aurais pu le faire en Node.js sans aucun problème. Alors moi, ce que je trouve un peu dommage avec Node et Vertex et tout ça, je le fais, mais c'est qu'on a quand même un serveur web, c'est pas un serveur HTTP, mais c'est un serveur qui tourne, alors qu'en fait, j'ai juste besoin d'un while true. Voilà, pour faire des configurations. Donc moi, si c'était à faire aujourd'hui, je l'ai fait majoritairement en Python ou en Go. Voilà. On a un DBG pour ça en Go? Ouais. Bah, la librairie Redis pour Go, il y a tout. Hein. C'est bien. Ouais. Donc là, je me suis abonné. Ce conteneur-là, il tourne déjà. On va voir des logs. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant que... On va faire notre requête post. Voilà. Donc là, je vais créer une nouvelle tâche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre V2 to do à la place de V1 to do. Puisque c'est la nouvelle version de notre web service. Et là, je vais l'appeler title task 2. Title, non, desk task 2. On a une petite erreur, bien évidemment. Alors, une defined variable to do description. On retourne ici. Ouais, bah, c'est desk. Yes. On va pas s'embêter, on va aller dans le conteneur directement. Voilà, on installe Vim. Vim root web.php. Donc c'est à la ligne 126. Non, c'est à la ligne 123. Voilà. C'est bien le PHP. Parce que, voilà. En Python, on a ça aussi, hein, mais pas besoin de recompiler. Hop. Ah, on va avoir la télécommande qui va se... OK. Je peux pas faire OK. Il est où le OK là-dessus? Ils me disent d'appuyer sur OK, mais il n'y a pas de bouton OK. OK. Tac. Donc je recommence. 202, message accepted. Maintenant, on va faire un get. Alors, title task 2, ça marche. Donc, mon code PHP n'a pas fait d'insertion en base, mais je le retrouve quand même en base. Donc ça veut dire que le consumer, il a traité le message. Et maintenant, on va regarder les logs du conteneur. Donc j'aimerais bien que... On va prendre un autre shell. Docker PS, Docker logs, to do consumer. Et normalement, voilà, il m'a dit j'ai bien traité un message, etc., etc. Donc là, vous avez pu faire de la programmation asynchrone qui se rapproche de la programmation réactive. C'est pas encore complètement ça, hein, mais c'est un début. Et ce que vous pouvez faire plus loin, c'est que vous pouvez dire
à ce body de notifier sur une callback. Et on va faire le test. Ça, je ne l'ai pas fait dans la dernière session de cette formation, mais je vais modifier mon V2, parce qu'on a... Ouais, on est un peu en avance. Hein. Je vais modifier mon V2 pour lui dire qu'il y a une callback. D'accord ? D'accord. Et du coup, je vais la repasser ici. Ça va illustrer qu'est-ce que j'entends par faire des API asynchrones. Et donc, du coup, notre consumer, il a connaissance de cette callback-là. Là, j'ai fini de modifier mon PHP, donc je vais le rebuilder. Et on va modifier le Python pour qu'on notifie sur la callback. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un serveur HTTP Netcat, et on va voir qu'en fait, je vais recevoir une notification pour dire que c'est bon, tu as bien inséré. D'accord ? Donc, on rebuild. Ah. Voilà, on le laisse se builder ici. Ensuite, côté Python, Python, c'est to do consumer. Je vais ajouter la lib request et je vais dire au main ici je vais dire si la callback elle est voilà, là j'ai fait mon insertion et là on va faire un truc. Si je t'ai spécifié une callback in to do, là je fais un request.post. On va regarder sur Google parce que je connais pas la syntaxe par cœur, mais request Python post. Voilà, bah si URL et JSON égale un objet JSON. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. To do. Callback. Vous voyez, hein, c'est extrêmement simple. Et là, je vais lui mettre le message to do. Et là, on remet l'objet to do pour lui dire que. Et on va lui mettre un petit message sympa. Persisted. Voilà, donc là, il a une notification comme quoi il a été persisté. Et ça, c'est très utile parce que pour ce qu'on est en train de faire, surtout avec Marwan, je ne sais pas s'il est dans le chat, mais ça ressemble un peu à ce qu'on est censé faire, quoi. Ok, et puis c'est 2 lignes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebuilder aussi le consumer. Et on va se préparer un petit serveur Netcat. Alors, est-ce qu'il est installé? Non. apt-get install. Je crois que c'est nmap nc, mais je suis pas sûr. Sudo. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas. Bon, Google est notre ami. Hein. Install Netcat Ubuntu. Ouais, c'est Netcat, tout simplement. Je vais faire un apt update. Peut-être qu'il faut mettre à jour les repos aussi. Hop. Ah bah voilà. Donc là, c'est un serveur web que je vais ouvrir qui s'appelle Netcat. Je vais lui dire de listen
sur le port 7777. D'accord? Donc là, j'ai un serveur HTTP qui reste ouvert et on va voir à chaque fois qu'il va recevoir des requêtes, il va les imprimer sur la sortie standard. Ça, ce truc-là, il est magique pour débugger, pour faire plein de trucs comme ça. Et aussi même pour faire vraiment des... J'ai vu des gens qui l'utilisent pour développer des API REST en bash. C'est-à-dire que forcément, quand tu interceptes le résultat, tu peux, du coup, tu as ton handler HTTP, tu peux faire une API, et derrière, en bash, tu peux dire bah, je vais me connecter à MySQL. Donc il y a des gens qui se sont amusés à faire des API REST en bash avec ça. Voilà. Comme quoi, on peut tout faire avec tout. Hop. Donc, maintenant, je refais mon post. Alors, mon post, il était sûrement fait ici. Hop. Et là, je vais rajouter un attribut callback. Et à votre avis, je mets quoi ici? Je mets http localhost, le port que j'écoute de l'autre côté. Exactement. Voilà, j'ai eu un accepté, ça n'a pas marché. Donc notre code n'a pas marché. Alors il va falloir qu'on débug. On va regarder si il l'a bien traité. Je vais monter un peu ça. Docker to-do consumer, Docker logs. Voilà, il y a eu un petit problème. Et effectivement, c'est mon JSON qui est pourri. Ici, c'est comme ça. Donc, je rebuild mon consumer. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Surtout que j'ai pas de nouvelles dépendances, etc. Et je refais un deuxième. Et là, j'ai toujours pas reçu de callback. Et là, il me dit name request is not defined. Import request. On va revérifier request, parce que j'ai toujours un doute s'il y a un S ou pas, request Python. Oui, il y a de requests. Import requests. Voilà. Hop, et pareil en bas. Hop. Là, on va se mettre en log-f. Et là, on refait notre post. J'ai bien eu un accepted. J'ai pas eu de notification. Et on va voir c'est quoi que j'ai eu comme erreur. Connection refused. Et à mon avis, on a une histoire de firewall. C'est qu'il faut que j'ouvre le port 77777. Donc très facile. Sans rebuilder. Je vais faire un UFW. Comment? Hello. Alors on va l'ouvrir pour tout le monde, on va pas se casser la tête. De toute façon, cette session-là, elle va être détruite après. Voilà. Quoi? J'ai pas du FW? Non, parce qu'en fait, là, on est dans un conteneur et on n'a pas le droit, par contre, magie de Comor Cloud. Ça va permettre de... en fait, j'ai l'autre repo Ansible, qui est juste ici. Et j'ai juste à mettre dans ce YAML-là que je veux allouer 7777.
facilite tellement de choses. Ouais. Je peux même dans ce fichier-là dire que je veux que ce git là il soit poolé par défaut, exactement comme sur Gitpod au final. Hein. Donc on revient en arrière et donc c'est f php redis et là je fais un petit commit. Hello port 777. On va voir si j'ai bien les droits pour pusher. Normalement oui. Yeah. Et donc là on va là-dessus. J'open. Et on va attendre un petit pipeline. C'est cool, hein? Dans nos formations, on voit tout. Hein. On fait en même temps du GitLab CI, en même temps du Docker, on parle de cache. Voilà. Tous les sujets sont liés. Donc ça prend un certain temps parce que ça repasse sur toute la machine qui héberge le VS Code. Et ça va ouvrir ce port-là. Après, j'ai un autre moyen de tricher qu'on va essayer en attendant que ce pipeline y passe. C'est que là, j'ai ouvert le port 7777. Je vais ouvrir un tunnel sur le port 7777. Voilà. Et donc, normalement, avec cette URL-là, ça va m'envoyer sur l'autre. Donc ça, c'est l'équivalent de ngrok ou de... comment ça s'appelle? Inlet. Ah oui, forcément, il est en train de redémarrer, donc mon conteneur... voilà. Donc là, j'ai tout perdu. C'est pas grave. Non, non, j'ai pas perdu mes modifs, mais j'ai perdu les tubes. Donc, on recommence, c'est pas grave. Terminal. New terminal. Est-ce que j'ai bien mes conteneurs? Je pense qu'ils sont pas morts, normalement. Ils tournent toujours, ouais. Si je refais un curl, je sais pas pourquoi il est là pas lent. C'est pas grave. Ouais. Terminal. New terminal. Docker PS. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nc-lk80-777. Alors évidemment, il me l'a supprimé, il ne me l'a pas persisté, mais je vais refaire pareil que tout à l'heure. apt update-y. apt install-y. Netcat. Donc là, je vais écouter sur le port 7777. Je vais lui dire keep alive. Ensuite, je vais reprendre mon readme de l'autre projet. Ah bah il me l'a... Ouais, j'ai plus l'autre projet en local. On va le repouler, c'est pas grave. Tac. PHP Redis. Ah, parce que j'ai recréé toute l'instance là de VS Code. Donc il y a encore des petits trucs à améliorer, je pense, pour que ce soit plus fluide. Mais on n'est pas loin. Donc là, je clone. Je vais ouvrir un deuxième terminal. cd project git clone. Et il y a un truc, normalement mes conteneurs ils tournent, donc j'ai pas besoin de les changer. Mais qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir les requêtes. Parce que j'ai perdu les modifs sur la callback, mais ils sont chargés dans les conteneurs normalement. Donc si nos conteneurs ne sont pas morts, ça devrait le faire.
Sinon, on refera les modifs, c'est pas grave. Donc là, je vais faire un post. Voilà, je vais refaire ce post-là en précisant une callback. Et en mettant 80-81, c'est mieux. Je vais tout de suite mettre une callback ici, comme ça. Callback. .0.0.1 2.7777. Là où ça peut être perturbant, c'est qu'on est dans un réseau Docker, alors peut-être que ça va pas fonctionner. Non, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Si je fais un Docker PS de todo API FPM, mais on va pas laisser tomber, hein, vous inquiétez pas. Au pire, je sais ce que je vais faire. Voilà, connection refused. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire comme tout à l'heure, on va exposer le serveur qui écoute sur le port 7777 par un tunnel. Donc on va faire lt-port 7777. Donc là, maintenant, j'ai une URL HTTPS sur le port 443 qui redirige sur l'autre. Je peux faire la démo devant vous si je fais un curl -x post de avec un body hey. Oui. Tac. Voilà. Ça répond pas? On va essayer de... Ouais, je pense que, à mon avis, ça doit pas bien marcher parce que le truc, il renvoie pas de connexion. Enfin, voilà. Donc c'est pas grave. On va le faire ici. On va le faire en local, ça va être plus simple. Hop, donc là, je suis sur ma machine maintenant. Je ne suis plus sur l'environnement cloud. On va faire la même modif que tout à l'heure, où je lui ai dit que je veux request. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et là, todo consumer. Je fais ma petite modif où je dis on va faire un truc plus simple. JSON égale status OK todo. Voilà, et là du coup le if c'est callback is in todo. Là on rajoute notre petit import request. Et du coup le PHP il faut le modifier aussi. Route web post v2. Alors là je vois que je lui passe directement l'objet comme ça et je vais faire pareil pour callback dollar callback. Voilà, donc là on est bon. Est-ce que j'ai des conteneurs qui tournent? Évidemment, moi j'ai rien qui tourne en local, c'est pas grave. On va refaire tout ça. Hop. Donc en local, je suis sur la dernière version de Docker, donc je vais pas avoir tous les problèmes que j'ai eus. Hop. Voilà. Donc j'ai aucun des problèmes que j'ai eus. Tout fonctionne du premier coup. Donc ça c'est bon, on n'a pas besoin. Ensuite, on va allumer notre Redis. Ensuite, on va allumer notre consumer.
Et ensuite, on va allumer notre FPM dès que ça est fini. Je vais regarder le chat en attendant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. C'est un peu plus lent le build sur un M1, mais en plus c'est la première fois que je le lance, donc et puis il y a aussi notre bande passante qui n'est pas la meilleure de la Terre, donc voilà. Là il est en train de télécharger pour l'instant. Il y a un gros layer de 189 mégas là. C'est lui qui prend le plus de temps. Allez, tu peux le faire. Vas-y, on est tous avec toi. Comment? Qui ça? Voilà, le consumer c'est fait. Maintenant on va builder le FPM, ça c'est pareil. Alors ça, j'ai bon espoir que ce soit un peu plus rapide, mais je suis pas sûr. Ouais, il a déjà tout téléchargé, c'est bien. Il faut modifier le rôle Docker de notre principal. Docker compose la dernière version. C'est un peu le rôle. Ouais. Et aussi l'OS, je pense que c'est pas notre rôle, c'est la version de l'image Packer. Donc il prend le dernier Docker Compose qui est disponible dans ses repos et c'est pas, je pense qu'il n'a pas été release sur Rocky ou Alma Linux 8. Ouais. Donc à moins de le recompiler ou à moins de le retélécharger en dehors des systèmes de paquets, c'est faisable, mais on verra s'il y a de la demande. Puis les gens peuvent le faire directement, hein. Tu sais, ils ont instancié leur truc, après s'ils ont envie de le mettre à jour, ils ont la possibilité. Même pas, je te dis une bêtise, parce qu'en fait c'est dans l'image de notre image de codeur qu'on pourrait le mettre à jour, donc c'est pas très dur en fait, ça va. Le Docker Compose c'est à l'intérieur d'un conteneur en fait, c'est du Docker dans du Docker. Le Docker Compose. Ouais, le Docker Compose qu'on voit dans VS Code, c'est à l'intérieur du conteneur. Allez, vas-y. Vas-y, tu peux. Ouais, là, quand c'est comme ça, c'est que c'est la fin. Voilà, donc là on est pas mal. Maintenant on va faire le Nginx. Le Nginx va être beaucoup plus rapide normalement. Ouais, sauf s'il doit pouler les layers, mais... Tac. Voilà. Donc là on est bon. Donc maintenant on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure et là on n'aura pas de problème de réseau Docker ou etc. etc.
Voilà. Mais il y a un truc, si, il y a un truc. En fait, il faut que je sois dans le réseau Docker. Donc, ce qu'on va faire, on va tricher un peu. On va se mettre sur le même réseau que le host, il me semble. Bon, ça fait beaucoup de trucs à changer quand même. Ça fait trop de trucs à changer, mais je crois que c'est mode host. Alors, on va chercher, nanana, pour pas se casser la tête. Docker compose, mode host. C'est quoi ce site tout pourri là? Ouais. Je suis pas sûr, hein, ça me paraît bizarre, network mode. Bon. J'ai une idée, mais ça va pas forcément bien fonctionner. C'est que dans le consumer, je vais rajouter un port 7777. Ouais. Et je vais ouvrir le netcat à l'intérieur. Alors, ports. Voilà. Je vais recréer mon consumer. Et là, je vais faire un exec -it de mon consumer bash. Et là, je vais faire un apk. Est-ce que c'est apk ou apt? Apt update -y. Apt install -y netcat. Là, je fais un nc-lk 77777. Voilà. Et ensuite, comment? On va voir. C'est pas garanti, hein. Surtout qu'on n'a jamais testé cette partie. C'est en exclusivité. http://localhost 2.7777. Voilà. Comme ça, on est sur le même conteneur que le consumer et ça devrait fonctionner. Accepted. Et voilà, j'ai bien eu mon poste qui a été intercepté par mon netcat. Donc, l'illustration, c'est de dire que on n'est pas obligé de concevoir, même en faisant du reste, hein. Même si on n'a pas des fils de messages, même si on n'a pas... Même si, des fois, quand on est en périphérique de son système, on ne peut pas ouvrir un Kafka sur Internet facilement ou sans problème de sécurité. Donc on peut continuer de faire des API HTTP en périphérie, mais c'est pas parce qu'on a fait des API HTTP qu'on doit attendre forcément le retour en synchrone de traitement complet. On peut lui dire « fais » et rappelle-moi quand tu as terminé. En plus, là, on est sur Internet, on passe par des callbacks URL. Il n'y a pas plus simple. Ça pourrait être du WebSocket aussi. Si on a besoin que ce soit un peu plus temps réel, c'est mieux de faire du WebSocket, du MQTT, des protocoles comme ça, du protobuf. C'est pour ça que dans l'IoT aussi, c'est très utile ce genre de façon
développer. Et voilà. Et quand vous faites ça, par exemple en Node ou tout ça, là vous utilisez correctement Node. C'est-à-dire vos API, vous avez le droit de faire du Express ou je sais pas quel framework pour exposer des routes HTTP en Node. Mais c'est pas parce que vous exposez des routes HTTP en Node que vous devez programmer comme si vous faisiez du PHP. Voilà. Ok. Vous avez des remarques, des questions. Je vais faire un petit tour sur le chat. Je pense qu'on a terminé. Hein. Donc, j'ai pas trop de conclusions à part récapituler tout ce qu'on a vu. Quand on veut aller vers du cloud, il faut être stateless. Qui dit stateless dit faut éviter d'avoir de l'état. Et l'état, ça peut être soit de la mémoire RAM, soit du fichier. Très souvent dans du PHP, on a des soucis avec les fichiers. Très souvent dans Java, on a des soucis avec la RAM. Redis, c'est bien pour ça. On a 3 règles pour faire du cache. Donc il faut qu'on considère comme développeur que le cache il n'est pas forcément présent, il est volatile. Il faut qu'on gère que le cache il doit expirer. Et il faut qu'on gère que le cache il doit être limité dans sa taille. Ça c'est les 3 règles. Le maximum de Redis c'est juste pour un value, un seul value. Il n'y a pas de limite. Tant que c'est ton infra la limite. C'est ton disque, c'est ta RAM. Si tu as 64 Go de RAM, tu peux mettre 64 Go de RAM dans une clé. C'est voilà. Après, c'est à toi d'allouer, de dire je veux pas que ça dépasse tant, etc. Ah, donc je peux faire le programmer avant juste pour. Tu peux contrôler. Tu peux contrôler. Alors, je pense pas que le SDK de Redis le fasse nativement, mais tu peux contrôler dans ton code que le payload il doit pas dépasser tant de taille. Effectivement, c'est mieux. Bon, après, voilà. Je pense que le plus important de gérer le cache, côté l'expression de cache, si le cache n'est pas valide du tout, pas validé. Ouais. C'est bon. Mais même si tu l'as pas géré, Oui. le fait qu'il y a une expiration fait que ça va compenser une partie des problèmes. Oui, Il y aura c'est mieux si tu es capable de dire je viens de mettre à jour donc il faut que j'expire le cache, c'est toujours mieux. Il y a pas mal de cas où c'est pas toujours le cas. Il faut que le développeur il soit informé qu'il y a du cache et donc c'est pas forcément rafraîchi voilà. Si ça doit être transactionnel et que ça doit être temps réel et qu'on n'est pas sûr que le cache il soit à jour, il faut revenir à requêter la base dans ce cas-là. Voilà. Après, on a vu que même en faisant du PHP, c'est ce que je disais surtout à l'autre équipe, hein, c'est que même si vous êtes sur un monolithe qui est un peu legacy et qu'on vous demande de faire une refonte, etc., vous n'êtes pas obligé de tout faire dans ce monolithe. Ce monolithe, il existe. On ne va pas le supprimer, c'est normal, il faut le maintenir. On peut le maintenir encore des années, mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer à mettre d'autres microservices à côté qui vont prendre une partie du travail, quoi. Et surtout parce que j'avais le retour que oui, en plus, le management ne veut pas trop nous écouter, qu'on est obligé de rester sur ce framework, etc. Je lui dis, le management, en fait, il ne veut pas que vous refassiez, que vous consommiez du budget sur quelque chose qui marche déjà. Ça, c'est ce que vous allez avoir tout le temps. Mais il faut que vous arriviez à faire la preuve que ça coûte plus cher. Ça peut arriver. Mais très souvent, les développeurs ou les développeuses n'arrivent pas à le prouver parce que ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez arriver à prouver qu'en fait, le temps que vous passez à maintenir un monolithe, ça vous coûte plus cher que de le refaire. Mais très souvent, non, c'est pas le cas. C'est juste, moi, j'ai pas envie de travailler là-dessus. C'est trop long. C'est vrai que au lieu de passer 30 minutes, je vais passer 2 heures. Mais c'est pas parce que tu as passé 2 heures que c'est plus rentable pour le client de tout réécrire. Et ça, il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement qu'il faut que tous les ingénieurs et ingénieurs doivent être capables d'estimer avant de vendre une refonte. Par contre, il y a la tactique du bon samaritain. La tactique du bon samaritain, c'est je dois passer à un endroit, je le laisse mieux que dans l'état où je l'ai trouvé. Donc je refactorise, je fais ce qu'il faut pour que ça marche de manière plus performante. Si c'est une story qui me dit c'est des nouveaux services et tout, etc., je peux essayer de négocier que voilà, c'est pas forcément dans le monolithe que je dois garder le truc. Surtout que le monolithe, voilà, il y a des arguments qui peuvent être entendus du type en fait, si je rajoute ce traitement-là, alors que moi j'ai besoin de scale, tu vas scale tout le monolithe 150 fois pour mon web service qui a besoin de performance.
alors que le reste du monolithe n'a pas besoin a besoin peut-être de 2 ou 3 réplicas. Donc ça te coûte plus cher de faire ça que de... Voilà. Tout ce qui intéresse le management en général, c'est le coût. Oui, c'est ça. de l'auto-organisation. Et après, il faut avoir les bons arguments pour dire... et c'est pas suffisant. Le confort personnel des développeurs n'est pas un argument suffisant pour convaincre le management. Ok. Très bien. S'il n'y a pas plus de questions, merci à tous d'être venus. Évidemment, je vous communiquerai les vidéos qui seront uploadées sur YouTube. On mettra à jour les slides aussi sur la formation. Je pense que peut-être je vais mettre à jour aussi la branche avec la partie callback. Je pense que c'est intéressant. Voilà. Et c'est fini. Et je vais couper la connexion et après on va pouvoir y aller. Bye. Bye.